Bonjour Madame Amer Aya, c'est un grand plaisir pour l'Institut français du Luxembourg de vous accueillir ce soir pour une conférence intitulée Applications sur le web social, défis et opportunités. Et je tiens au nom de l'Institut français du Luxembourg à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette interview filmée pour promouvoir la culture scientifique et les études en France. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes actuellement directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la gestion des informations dans les réseaux sociaux. Lorsque, comme vous, on est natif d'Algérie, quelles ont été vos motivations pour atteindre une position aussi prestigieuse que la vôtre actuellement ? Écoutez, je ne savais pas que j'allais atteindre cette position au départ. Et si je dois répondre avec un seul mot, mes parents. Donc, mes parents m'ont toujours encouragée à étudier, à aller plus loin. Et donc, en particulier mon père, qui a toujours dit dans les études, il n'y a pas de limite. On peut continuer à étudier et puis on s'arrête quand on n'en a plus envie. Et donc, pour ce qui est de l'Algérie, c'est vrai que c'est un contexte dans lequel, en tant que femme, les études sont perçues comme étant quelque chose de sérieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas jugé négativement quand on fait des études. Parce qu'on va à l'école et on écoute l'instituteur, on écoute le professeur plus tard. Donc je pense que c'est que le contexte de l'Algérie a fait que j'ai été aussi loin que j'ai pu aller. Et puis concernant là où je suis maintenant, en fait c'est un concours de circonstances. Bien sûr c'est beaucoup de travail de ma part, mais c'est aussi de la chance et c'est aussi dû à des rencontres au courant de mes études et de ma carrière. Et des encouragements de la part de mes professeurs, de mes mentors, etc. Quel a été en quelques mots votre parcours universitaire ? Alors moi j'ai eu mon bac maths à Alger. Ensuite mon professeur de maths a dit oh il y a cette nouvelle chose qui s'appelle l'informatique à l'époque. Il y a une école, vous devriez aller essayer. D'accord ? Parce qu'en fait, j'avais une discussion avec ma mère, je me rappelle, ma mère est prof d'anglais, et elle m'a dit ah, je veux pas que tu fasses prof. Et du coup, moi, je voulais faire prof de maths, parce que j'aimais beaucoup les maths, je trouvais ça clair, précis, voilà, avec beaucoup de rigueur. Mais donc, mon prof de maths m'a dit il y a une école d'ingénieurs, on fait de l'informatique, on forme les gens à faire de l'informatique. Et donc, j'ai fait une école d'ingénieurs à Alger. Quelle école d'ingénieur ? L'INI, qui a changé de nom depuis. C'est l'Institut national d'informatique. Donc j'ai fait 5 ans d'études en informatique. Et puis, je tiens à préciser que je n'ai jamais possédé d'ordinateur pendant cette période. Et puis, au terme de ces 5 années, il y a eu un concours organisé par le gouvernement algérien pour obtenir une bourse, ce qu'on appelait à l'époque une bourse de post-graduation, donc une bourse algéro-française. Et c'est comme ça que j'ai atterri en France, que j'ai fait un DEA, ce qu'on appelait un DEA à l'époque, qui maintenant s'appelle un master, et puis une thèse. Et puis après, j'ai continué, je suis rentrée dans le monde du travail. Et quels obstacles avez-vous pu rencontrer au cours de ce parcours universitaire ? Alors je dois dire que du point de vue, si vous voulez, les premières années, donc les années où j'étais en école d'ingénieur, il n'y avait pas d'obstacle particulier dans le sens où c'était une école très sélective. Bien sûr, il fallait travailler très dur. Donc un peu calqué sur le modèle français, les 2 premières années, voilà, les 2 premières années sont très dures, et puis ensuite on a 3 ans pendant lesquels on se spécialise. Bien sûr, pour moi, c'était la période du terrorisme en Algérie, donc les obstacles venaient plus de l'extérieur, donc de la société. Mais d'une certaine manière, en fait, le terrorisme ne m'empêchait pas de faire des études. Donc, c'était
pour moi une manière de me réaliser et donc d'avancer de manière objective, donc loin des autres considérations. Et puis j'ai eu un obstacle administratif après l'obtention de ma bourse, qui était tout bêtement des histoires de visa. Et donc j'arrive en DEA à une semaine des examens. Et en fait, c'est là que j'ai découvert un autre obstacle qui était plus un obstacle qui est basé sur la formation, c'est-à-dire les lacunes que j'avais dans, si vous voulez, le décalage entre la formation que j'avais eue et les demandes du DEA. Donc, tout simplement, il fallait travailler jour et nuit pour obtenir le DEA. Et puis ensuite, c'était le bonheur. J'ai passé 3 années de thèse où je me suis complètement épanouie intellectuellement, personnellement, avec des gens merveilleux. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de bonnes rencontres, d'heureuses rencontres. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors d'abord, il y avait mon prof de maths quand même, au lycée à Alger, qui m'a encouragée à aller à faire des études d'informatique. Mais la meilleure rencontre que j'ai faite, c'est quand même ma directrice de thèse, Sophie Cluet, qui m'a énormément encouragée. J'étais arrivée, j'étais quelqu'un de très timide, qui se versait dans les études et j'avais beaucoup de mal à m'exprimer en public, à m'exprimer avec les chercheurs autour de moi, à l'INRIA, donc l'institut où j'ai fait ma thèse. Et Sophie Cluet m'a beaucoup encouragée. D'une certaine manière, je suis passée de me dire tous les jours que j'étais une femme, que j'étais algérienne en Europe, que je n'y arriverais peut-être pas à cause de cela, à repositionner un peu ces questions de manière plus scientifique et sur la base de compétences. C'est-à-dire que je me disais plus, si je n'y arrive pas, c'est parce que je n'ai pas assez travaillé, au lieu de rester plus sur l'aspect identitaire. Donc Sophie m'a beaucoup aidée. Ensuite, quand je suis arrivée aux États-Unis, en fait j'étais arrivée en postdoc, encore en études postdoctorales. Mon chef là-bas, Divesh Srivastava, a été encore la deuxième rencontre merveilleuse que j'ai faite. Et il a beaucoup cru en moi. Donc, je pense qu'il voyait. Vous savez, ici en France, la thèse dure 3 ans. Oui. Aux États-Unis, elle dure 5 ans. Forcément, on a appris plus de choses. Et puis, elle est organisée complètement différemment en France. On y reviendra peut-être tout à l'heure, oui, si vous voulez. Mais Divesh, encore une fois, m'a beaucoup... il ne m'a jamais fait sentir que j'étais différente des étudiants qui avaient obtenu leur thèse aux États-Unis. D'accord. Et je savais que j'étais différente. Je savais qu'il me manquait beaucoup de choses. Alors, vous savez que l'Institut français représente notamment Campus France. Ici, nous avons un espace enseignement supérieur Campus France chargé de promouvoir les études en France. D'après vous, quels sont les atouts des études scientifiques, justement, en France? Alors, le système français, et en particulier les études du 3e cycle, c'est-à-dire celles que je connais, mais aussi celles que... donc en particulier celles qui mènent vers un poste de chercheur ou de prof. Il est différent, par exemple, du système américain, dans le sens où on met beaucoup l'accent sur l'aspect théorique et la formalisation des choses. Donc les modèles, d'accord, donc, il y a beaucoup de réflexions en amont avant de passer à la pratique. Alors c'est pas complètement positif, mais c'est très positif au départ. C'est quelque chose qui construit un peu l'esprit scientifique, donc qui permet de mieux appréhender les problèmes. De manière un peu plus globale, et les centrer, les cadrer, les positionner de manière formelle, avant
avant de se poser la question de comment écrire un programme, ou comment développer un système. Je pense que c'est un atout majeur dans la formation en France. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, devrait être revisité plus tard, pendant la thèse, pour donner une dimension pratique aux étudiants qui sont en thèse. D'accord. Mais c'est surtout un atout quand on commence pour former l'esprit scientifique. Très bien. Donc maintenant, on va aborder votre carrière professionnelle. Donc vous avez travaillé à New York, au Yahoo Labs et au Qatar. Donc, et qu'est-ce qui vous a poussé à revenir, après une si belle carrière à l'international, à travailler en France au CNRS? Donc, encore une fois, c'est un concours de circonstances. Mais bon, d'abord, j'aime beaucoup la France. Donc, la France représente le pays dans lequel je me suis donc réalisée, épanouie au départ, hein, en tant que femme, quand j'avais 20 ans et des poussières. Je n'ai pas passé beaucoup de temps, hein. J'ai passé 4 ans au départ, hein, en partant d'Algérie. Mais c'est l'endroit où j'ai... D'abord, c'est un pays avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, donc culturellement. Puis on y mange bien. Et puis on aime bien discuter en France, on aime bien avoir des opinions différentes. Donc pour l'aspect scientifique, écoutez, j'ai passé une douzaine d'années dans l'industrie, dans la recherche industrielle aux États-Unis. Hein. Donc je suis passée par AT&T Labs pendant 7 ans, avant d'aller chez Yahoo Research pendant 5 ans. Et au bout d'un moment, ça devient un peu la même chose, c'est-à-dire que la capacité à prendre du recul et à réfléchir de manière fondamentale à des problématiques de recherche devient très limitée, parce qu'on rentre dans une dynamique de production et surtout une dynamique industrielle avec des impératifs de produits, des impératifs de fournisseurs, voilà, il y a telle application, il faut la monter. Bien sûr, il faut réfléchir aux aspects scientifiques, publier des papiers, aller en parler dans les congrès internationaux, etc. Mais l'accent est mis sur la productivité et sur la dynamique commerciale. Et donc en tant que chercheur, à un moment donné, on est un peu frustré quand même. On se dit, on aimerait pouvoir faire du recul et réfléchir. En particulier dans mon cas, donc, plus récemment, j'ai voulu réfléchir plus à une science du web social. Et le CNRS est parfait pour ça. Donc, alors le passage au Qatar, c'était plus une opportunité donc l'opportunité de monter un laboratoire de recherche qui est sponsorisé par la fondation du Qatar, hein, le Qatar Foundation. Et donc ce laboratoire, le QCRI, Qatar Computing Research Institute, donc il y a 2 ans, n'existait pas. Et pour moi, c'était une grande opportunité dans ma carrière de définir l'agenda de recherche, de réfléchir à comment avoir un impact dans une société où la recherche scientifique n'a pas d'historique. Et donc voilà, donc le Qatar est arrivé un peu entre le moment où je faisais ma transition entre les États-Unis et l'Europe et la France. Très bien. Donc vous avez intégré le CNRS, il me semble, en décembre 2011. Oui. Est-ce que vous pouvez brièvement et simplement nous présenter vos recherches actuelles dans le laboratoire informatique de Grenoble? Donc, mes recherches peuvent être résumées autour de l'utilité du contenu qu'on trouve sur le web aux utilisateurs, aux usagers. Et donc, pour simplifier, donc d'abord des exemples de contenu. Donc, un contenu peut être un restaurant, un film, un document sur Internet, peut être une vidéo sur YouTube ou ailleurs. Et un utilisateur, c'est vous et moi, d'accord.
Et donc il y a une évolution récente du web vers le web social, qui encourage les gens à apporter une opinion, à s'exprimer, à se parler les uns les autres. Mais au centre de tout cela, il y a quand même le contenu. Et une des choses fondamentales, c'est de comprendre l'utilité de ce contenu pour les utilisateurs. Donc, d'abord, il y a la question de définir cette utilité. Donc, par exemple, pour les jeunes, l'utilité d'un film va être différente que pour les moins jeunes. Lorsqu'on doit consommer un produit tout seul versus avec d'autres personnes, par exemple, programmer ses vacances de ski, tout seul ou avec d'autres personnes, on s'attend à des résultats différents. Donc je m'intéresse à cette personnalisation, si vous voulez, du contenu sur le web, et à deux aspects, il y a deux dimensions. Une, c'est de pouvoir retourner ces contenus de manière rapide et efficace, d'accord, tout simplement parce que maintenant on a l'habitude, quand on est sur Internet, on veut que ça vienne très vite. Donc il faut développer les algorithmes nécessaires pour faire cela, rafraîchir les données, s'assurer qu'on a donc les dernières données les plus pertinentes. Mais l'autre dimension, qui est tout aussi importante, c'est celle de valider l'utilité de ce contenu. D'accord ? Aujourd'hui, lorsque vous cherchez, par exemple, restaurant italien sur Google, que vous le cherchiez ici au Luxembourg ou à Paris, vous allez avoir des résultats différents. Oui. Donc il y a déjà des niveaux de personnalisation dans la recherche d'informations sur Internet, qui sont à un niveau assez gros, donc c'est au niveau de la région dans laquelle vous êtes. Et donc ces aspects de personnalisation, en fait, correspondent à des fonctions d'utilité qui sont prédéfinies et pour laquelle, par exemple, la personnalisation géographique, Google a jugé qu'il était important de personnaliser la recherche de restaurants au niveau géographique. Pourquoi ils l'ont fait? Peut-être parce que, justement, ils ont fait des études, des évaluations. Ils ont réalisé que c'était totalement inutile de vous montrer dans les résultats, par exemple, un restaurant italien à San Francisco si vous êtes au Luxembourg. Donc, si on prend cette notion et qu'on l'applique de manière générale sur le web social, si on définit par exemple une fonction qui va être, on va vous retourner les articles de journaux que vos amis ont aimés sur Facebook, c'est encore une autre fonction d'utilité. Mais on ne sait pas à ce jour si cette fonction en particulier, c'est celle qu'il faut appliquer quand il s'agit d'articles de journaux. Donc je suis dans l'exploration, si vous voulez, de ces fonctions d'utilité qui prennent des formes plus ou moins complexes et qui demandent des algorithmes plus ou moins complexes, mais également des études d'évaluation plus ou moins poussées. Très bien. Alors pour terminer, vous savez que notre priorité est l'éducation des jeunes. Nous ne ménageons pas nos efforts pour les orienter et les diriger notamment à faire des études en France. Vous savez également qu'il y a un déficit des ingénieurs en France, mais également ici au Luxembourg. Les jeunes femmes hésitent à faire des études scientifiques. Donc quels arguments pourriez-vous donner à ces jeunes femmes pour justement choisir de continuer leurs études scientifiques? Écoutez, un jour j'ai lu un article dans The New Yorker, qui est un magazine que j'adore, d'une femme architecte qui est iranienne d'origine et anglaise. Elle s'appelle Zaha Hadid. Et c'est une femme qui est derrière beaucoup de monuments, d'immeubles de construction moderne dans plusieurs villes du monde. Et là, c'était pour l'inauguration, si je me rappelle bien, du musée d'art moderne à Rome. D'accord ? Donc c'était il y a quelques années, peut-être 2 ans, il n'y a pas très longtemps. Et
un journaliste est venu la voir sur place et il lui a dit quelque chose comme, je paraphrase, quelque chose comme qu'est-ce que ça fait d'être une femme qui a conçu un bâtiment public dans la ville des empereurs. La première phrase qu'elle lui dit, écoutez, moi je ne me réveille pas le matin en me disant que je suis une femme. Je me réveille le matin en me disant je suis architecte, j'ai des projets, je dois les réaliser et je dois y mettre tout ce que je sais. Et je pense que ça c'est très important. Moi j'ai rencontré des jeunes filles qui étaient en début d'études, au premier cycle, premier et deuxième cycle, à la conférence Grace Hopper qui est tenue tous les ans aux États-Unis, qui est une conférence qui rassemble, en fait, qui principalement rassemble des femmes qui sont dans le domaine technique, dans les sciences. Et beaucoup de filles sont venues me voir pour me dire, la première question c'était, mais vous n'avez pas peur? Et je me dis non, j'ai pas peur d'un ordinateur, j'ai pas peur des maths, et j'ai surtout pas peur de travailler. Donc, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure et il n'y a absolument aucune raison. Et surtout quand on est dans un environnement où, que je pense est le cas, l'environnement scientifique est basé sur les compétences énormément. Alors bien sûr, je ne vous donne pas une réponse entière, il y a plein d'autres facteurs sociaux, etc., qui contribuent au fait que les femmes sont moins attirées par les études scientifiques. Mais voilà, donc déjà il y a cet aspect-là. Et puis il y avait autre chose, j'ai complètement oublié. Moi, donc à mon avis, et je suis convaincue de cela, c'est quelque chose que j'ai réalisé le long de ma carrière. Donc j'ai travaillé avec beaucoup d'étudiants qui... donc vous savez, aux États-Unis, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on allait y revenir, donc aux États-Unis, une thèse dure 5 ans environ, pendant laquelle les étudiants cherchent à faire des stages dans le milieu industriel en particulier, pendant l'été. Et c'est une expérience qui les enrichit énormément. Les stages ne sont pas forcément directement dans le sujet de leur thèse, mais ça les expose au milieu industriel, à la recherche industrielle, et les prépare plus tard à la profession de chercheur. Donc je pense que par exemple en Europe, c'est quelque chose qui manque. Certaines personnes, je sais qu'il y a des personnes à l'INRIA en France qui poussent leurs étudiants à le faire. Mais c'est quelque chose de très important. Donc pendant ces périodes-là, donc les périodes de stage, j'ai reçu beaucoup d'étudiants. Et je suis convaincue que les femmes apportent quelque chose de différent à la recherche. Alors, beaucoup de femmes fonctionnent à l'intuition. Quand on fait de la recherche, on a besoin d'y croire pendant un moment, même si on n'est pas sûr, simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et l'intuition aide beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris avec les étudiantes qui ont fait des stages avec moi, oui. Des étudiantes en thèse, parce que d'abord, elles étaient un peu le reflet de moi-même, elles me permettaient de mieux comprendre comment je travaillais. Et j'ai appris avec certaines qui avaient une très forte intuition, avec laquelle je n'étais pas forcément d'accord, mais je les ai laissées faire pendant quelque temps. Et il s'est avéré qu'elles avaient raison. D'accord ? Et donc, pouvoir avoir cette intuition, y croire, donc permet d'abord d'avancer, puis la réaliser plus tard, est quelque chose de fondamental dans la recherche. Et les femmes l'ont. Voilà. Donc, je pense qu'ils devraient... les femmes devraient faire de la recherche, voilà, plus de recherche, et surtout ne pas hésiter à faire des études scientifiques. Voilà, et surtout d'abord ne pas faire de l'autocensure. Bon, bien sûr, après il y a plein d'autres facteurs sur lesquels on ne peut pas forcément agir, et puis c'est d'un tout autre ordre.
Écoutez, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette interview et j'espère que votre discours va susciter des vocations auprès des jeunes et notamment des jeunes femmes. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.